Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion où aujourd'hui je suis en compagnie de Hugo. Comment ça va en cette discussion cinéma? Eh ben ça va très bien et toi? Bah écoute, pour parler d'un film très underground mais quand même qui a fait parler de lui la semaine dernière, on est un peu en décalé mais c'est intéressant aussi de revenir sur des métrages avec plus de recul, intitulé alors The Peasants, ça c'est le titre en VO, où la jeune fille, enfin en VO non, à l'international, il faudra qu'on y revienne, la jeune fille et les paysans en version française, mais c'est un film polonais du nom de Szlopy, alors je ne sais pas si on le prononce bien, mais peu importe, qui est réalisé par un duo, le duo Welshman, Hugh Welshman, et son épouse D.K. Welshman, anciennement connue sous le nom de Dorota Kobiela, deux personnes qui avaient fait, il y a quelques années, La Passion Van Gogh. Et ça tombe bien parce que le film ici est un peu dans le même genre, car nous avons une œuvre d'animation, incroyable mais vrai, animation mais avec des vrais acteurs, c'est assez particulier en forme de rotoscopie, et avec bien sûr au casting uniquement actrices et acteurs polonais. On va citer la principale, Kamila Urjedowska, j'espère que je ne prononce pas trop mal son nom, qui joue Yagna, l'héroïne. Il y a aussi Robert Gulasic qui interprète Antek, son amant, et qui était dans le rôle de Van Gogh dans La Passion Van Gogh. Voilà, il y a Miroslav Baka qui joue le méchant Borina aussi. Et on en passe, parce qu'il y a beaucoup de gens là-dedans. Et alors, il faut savoir que c'est une adaptation d'un roman, mais hyper célèbre et culte et épique en Pologne. Donc, les paysans, hein, j'imagine que c'est le même titre de toute façon sur le bouquin, qui avait été écrit par Władysław Reymont, sorte de Balzac, enfin Balzac, je ne sais pas, mais polonais. Et pour une histoire qui se déroule quelque part à la fin du 19e siècle, si on veut, et qui va se concentrer dans un contexte paysan, donc en pleine campagne, sur un petit village de Lipch qui vit tant bien que mal donc de l'agriculture et de ses traditions, surtout de ses traditions. Et parmi ses habitants, nous avons la jeune Yagna, qui est une paysante qui a envie d'être libre un peu, mais évidemment, sa mère en premier lieu veut la promettre à un mariage de raison et d'ambition aussi, alors que Yagna, elle prend du bon temps avec les garçons du coin, tranquille, elle ne se prend pas la tête. Et un beau jour, on va la marier de force, hein, disons-le quand même, euh, au plus riche des fermiers locaux, donc Maciej Borina, qui va pas forcément être le mari parfait, hein. Et d'autant plus qu'avant ce mariage, elle a entamé une relation avec le fils de son futur mari, ce qui peut poser quelques légers soucis, notamment sur la bien-pensance, le regard des autres, la religion. Bref, c'est la Pologne de l'époque. Une Pologne de l'époque qui a évolué depuis, mais qui reste quand même encore aujourd'hui dans certains conservatismes. Ça se dit pas, mais c'est joli quand même. Et donc, on va suivre sur les 4 saisons entre automne et été la difficile ou impossible émancipation de Yagna, épouse malgré elle, qui va peut-être vivre des aventures tragiques, ça vous pouvez l'imaginer, avec la populace locale qui ne va pas l'épargner. Et bien sûr, le roman ici est très simplifié, se centre sur elle, mais on a quelques échos de certains combats aussi de ces paysans face au châtelain local pour les terres, enfin il y a tout un bazar là-dessus. Et mon cher Hugo, quel est ton ressenti et ton avis, on va dire, toi c'est quoi, 4-5 jours après son visionnage à peu près? Ouais, c'est ça, je suis globalement à 2-3 jours, hein. Je l'ai vu ce dimanche, on est, actuellement, mardi, du coup, ouais, c'est assez frais quand même, mais ça m'a permis de prendre un peu de recul sur cette œuvre qui est aussi riche que dense et qui est aussi, paradoxalement assez, unique, hein. C'est-à-dire que la seule œuvre à laquelle on pourrait la comparer et bien, c'est le précédent film du duo Welshman qui est, La Passion de Van Gogh, qui avait déjà retourné le monde de l'animation de par sa facture puisque, pour, le rappeler à nos auditeurs, c'est aussi le premier film à avoir été entièrement peint, à la main. Le dispositif stylistique a été repris pour, La jeune fille et les paysans et c'est quelque chose, on en très certainement, mais qui est visuellement et passionnant. Mais en dehors de ça, je trouve que le film va encore plus loin que, La Passion de Van Gogh, en abordant, eh bien, des thématiques, d'émancipation féminine. Là aussi, je pense qu'on en reviendra dessus, mais avec, en fait, un propos de fond beaucoup plus, détaillé et encore plus sublimé par la forme tout à fait nouvelle du métrage. Donc c'est pour moi un film vraiment passionnant.
Oui, c'est passionnant, c'est le mot, hein, parce que c'est vrai, c'est un film de passion. C'est marrant parce que j'y pensais un petit peu là, après coup. Passion Van Gogh, bon, la passion d'un peintre et tout. C'est vrai que sur le fond, à la rigueur, sauf si on s'intéresse beaucoup à l'artiste, c'est peut-être moins flamboyant. Mais là, c'est la passion d'une jeune femme qui ne peut pas du tout la vivre, cette passion, justement, de vivre. La passion de vivre qu'elle ne peut pas vivre. Comme quoi, c'est paradoxal, mais c'est un petit peu la réalité des choses. Et en effet, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Là, personnellement, ça fait 6 jours que je l'ai vu. Il y a des choses qui me restent en tête, car déjà, tu le dis très bien, c'est de la peinture sur cinéma. C'est assez étonnant, mais donc on a des vrais acteurs qui jouent et on repeint tout par-dessus avec de la rotoscopie, technique d'animation qui existe depuis longtemps. Hein. Il y avait eu un film Le Seigneur des Anneaux qui avait été fait comme ça, par exemple, qui a été un petit peu massacré par la critique à l'époque, mais il y avait des tentatives comme cela. Mais c'est très rare. Et c'est vrai qu'à part Passion Van Gogh, dans les œuvres récentes, même en rotoscopie, au-delà de la peinture, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu quelques-unes, hein, mais pas forcément très réputées. Et là, le travail de minutie que ça a dû prendre, bah, comme pour la Passion Van Gogh, ça a pris des années à être fait, avec une centaine d'animateurs peintres, plus de 1800 heures de travail, hein, pour on va dire un parti pris artistique qui, alors, sublime aussi le fond, ça on va en parler, parce que personnellement, j'ai beaucoup apprécié, plus que La Passion Van Gogh, où pour moi c'est un exercice de style, alors évidemment, plus avec le côté historique du peintre et tout, mais ça tournait un petit peu en rond par moment quand même. Là, je trouve que ça rentre encore plus dans le côté flamboyant, mais aussi tragique de cette histoire. En plus, ça donc met en cinéma, c'est pas la première adaptation, mais le roman le plus célèbre de Pologne, donc Dorota Kobiela, l'une des deux réalisatrices, enfin la réalisatrice avec son mari, c'est une histoire qu'elle connaît depuis toujours et qu'elle a pris. On sent qu'elle a pris tout ce qui est niveau fond et écriture, on sent qu'elle a vraiment mis quelque chose d'elle dedans. Et c'est un film qui traverse les âges, en fait, qui fait traverser l'œuvre de base, même si on ne l'a pas lu, hein, je pense que tu seras d'accord avec moi, qui la remet au goût du jour. Il y a pas de, il y a pas il y a de l'anachronisme. Il y a un anachronisme évident, c'est la musique. Ça, on y reviendra après. Mais il y a quelque chose Ouais, qui tout à fait fait. le pont entre la tradition polonaise, on le sait, c'est un pays très chrétien, qui l'est toujours hein, d'ailleurs, et qui a dû lutter beaucoup pour le droit à l'époque des femmes, mais aussi des paysans. J'imagine qu'il y a encore des luttes de classe de nos jours, hein, comme dans beaucoup de pays de toute façon. Mais là, tu sens qu'il y a quelque chose, il y a un souffle, à la fois épique et tragique, qui est renforcé par cette peinture. En plus, ça pousse le délire visiblement, mais ça serait génial à vérifier, hein, de reproduire des tableaux, des toiles célèbres de l'époque faites par des peintres polonais. Et ça se sent, des fois, tu sens que le film se pose sur des décors et des plans, tu sens que ça épouse un tableau, tu le sens. Il y a des moments, je me suis dit pendant le film, ça, à mon avis, c'est un vrai tableau. J'ai en tête, par exemple, une image où on voit l'amant, enfin, la jeune fille et son amant, alors, je ne sais plus si c'est avant ou après le mariage, de toute façon, qui sont dans les foins et tout, un petit peu la tête sur les épaules. Là. Ça, tu sens que c'est une peinture, par exemple. Des moments de décor aussi. Mais ça fonctionne, ça s'insère parfaitement dans l'idée. Et après, on y reviendra, mais c'est un film qui mélange tous les arts, la peinture, la musique, la danse, même quelque part une forme d'architecture du village local et de sculpture des visages et des corps par cette peinture qui met en relief. Alors parfois c'est un peu à double tranchant sur certaines émotions et certaines expressions du visage. Hein. C'est vrai qu'on peut trouver des défauts par moment, mais c'est une œuvre absolument ambitieuse et unique, magistrale. Alors c'est rare parce que ça coûte cher certainement, c'est surtout que ça prend du temps, il faut trouver un studio qui te fait confiance, et toi il faut que tu sacrifies 6-7 ans de ta vie pour faire ça, ce qui n'est pas facile. Mais là on a une œuvre vraiment ultime, qu'il faut voir. Alors, au cinéma, certes, mais même si vous ne l'avez pas vu en salle, dans quelques mois, en streaming ou en DVD Blu-ray, en espérant que ça sorte bien chez nous sur cette période-là, parce que c'est un film polonais. Hein. Mais franchement, c'est peut-être un des coups de poing cinématographiques de ce début d'année. Je ne sais pas où toi tu le situerais, c'est très compliqué de faire un bilan après un quart de l'année comme cela, mais c'est pas un film qu'on va oublier dans 2 mois, ça. Ouais, non, on va clairement pas l'oublier de sitôt. Et ouais, comme tu disais, le film est comme le précédent film des réalisateurs, c'est un enfer de production. C'est-à-dire qu'il y a une centaine,
là à travailler sur le film, ça prend plusieurs années. Mais comparé à La Passion de Van Gogh, la jeune fille et les paysans a eu une difficulté supplémentaire, qui est la guerre en Ukraine, parce que la grande partie des artistes étaient ukrainiens, travaillaient et ont subi directement le conflit en Ukraine. Et donc, certains ont même dû migrer, notamment les peintres avec un E, les femmes, qui ont dû partir en Pologne, il me semble, pour continuer. Donc ça ajoute une difficulté de production, qui sur un tel projet aussi ambitieux, n'est pas anodine, et ça rejoint parfaitement aussi le propos du film, qui est en partie de dire que voilà, le capitalisme combat pour les terres, hein, c'est tout un enjeu du film, et je trouve que le contexte de production se marie parfaitement avec, le propos du film. Tu disais que la réalisatrice était très attachée aussi, une œuvre que, de ce que je sais, est très étudiée en Pologne, hein. C'est un incontournable dans le parcours scolaire d'un étudiant polonais, et concrètement, on le voit que le roman a été étudié pour, faire basculer toutes les thématiques de la Pologne du 19e siècle avec, des thématiques, plus contemporaines, et c'est pour ça que le film est finalement, toujours d'actualité et ne se perd pas trop dans une représentation historique, assez vaine. Non, totalement pas, puisque là, on est clairement dans cette idée de post-MeToo où on a des revendications à faire, que les femmes ont des revendications à faire et à dire, et on est dans cette mouvance-là, et et voilà, et je trouve que le propos fonctionne, à merveille avec ce style de forme, et c'est pas un choix si bête d'avoir adapté une œuvre, aussi dense, surtout quand on voit comment, les réalisateurs s'en accaparent pour, au final, féminine, mais aussi du rapport entre tous les arts, et sur la question de la politique dans l'art, hein. C'est vraiment quelque chose que le film vient confronter directement, à son spectateur, et ça rend la démarche encore plus intéressante. Ah ouais, mais c'est la convergence des luttes, hein, ce film, parce que sur le fond, évidemment, féminisme et émancipation, alors d'une femme à l'époque, mais on peut imaginer que encore aujourd'hui c'est compliqué pour plein de raisons. En Pologne, c'est quand même un pays qui remet en question certains droits des femmes, hein, depuis quelques années. Alors je ne sais pas si le gouvernement a changé récemment, mais je sais qu'il y a quelques années c'était le cas. Disons que c'est très conservateur, pour faire simple. En plus, l'idée de ce capitalisme-là, parce qu'on le sent, les fins 19e à peu près, on n'a pas de date précise, où on voit déjà donc cette idée-là de l'argent, hein, l'argent qui est roi, qui vient corrompre, y compris donc ces terres, et qui va imposer à ces femmes d'avoir des alliances par ambition. C'est le rôle de la mère de Yagna. C'est ça qui est terrible, c'est que beaucoup de femmes sont corrompues par cela et se rendent plus compte, en fait. Elles se rendent plus compte, elles deviennent même, elles sont dans la machine alors qu'elles devraient se libérer et se mettre tout ensemble, en fait, finalement, quand on y pense. C'est plus cruel que ça. Et la mère de Yagna qui va vendre sa fille en mode Dieu ne t'a pas créé pour être pauvre. Voilà, il y a cette idée de mettre en parallèle la religion conservatrice, tradition et le capitalisme, qui est en plus une forme d'héritage ici de seigneurie terrestre, hein, quand on y pense. Le fermier local qui est le plus riche, c'est un peu celui qui est le plus puissant, donc il est presque au-delà du maire du village. On voit le maire du village, mais c'est le pantin en gros de ce grand propriétaire, un petit peu à l'image de certains gouvernants aujourd'hui qui seraient les pantins de certains actionnaires ou autres, hein. On ne va pas faire des parallèles, mais vous voyez l'évidence ici. Ça a toujours existé. C'était le cas à l'époque des seigneurs, hein, tout simplement au Moyen-Âge aussi. Et tu le vois ici que finalement l'histoire se répète, est une boucle, et que donc l'avènement du capitalisme fait la suite de ces rapports aux possessions de la terre. Et aujourd'hui, quand tu vois ce film, tu fais aussi le retour comme une boucle sur cette période-là, et ça rend le film moderne. Et du coup, utiliser tous les arts pour moderniser encore plus l'ensemble, c'est assez logique, même des fois que la mise en scène, elle sort du classicisme, justement, qu'on pourrait attendre de cette œuvre, renforcée peut-être par la peinture, on pourrait imaginer que ça serait assez statique, etc. Pas du tout. Il y a des mouvements de caméra et qui sont amplifiés, par exemple, alors par la BO, on y reviendra après, mais surtout par des scènes de danse qui ne sont pas des scènes de danse. Alors, il y a des scènes de danse qui sont un peu libératrices à un moment, mais fausse illusion de libération à un moment entre l'amant et Yagna, entre Antek et Yagna. Mais à un moment, il y a aussi une scène de danse, et c'est très rare ça au cinéma, une scène de danse qui annonce l'enfermement
et l'entrée dans la tradition avant le mariage. C'est un peu la scène anti-Midsommar, j'ai envie de dire, parce que tu as l'impression qu'il y a une scène à la Midsommar avec les coutumes et tout. Mais en fait, c'est celle qui va enfermer. Et dans le cercle, Yagna, dans cette danse avant son mariage, là, elle est enfermée par les autres femmes. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette scène en priorité, mais là, on a vraiment le fond et la forme ensemble. On voit à travers la danse que justement la forme épouse le fond encore plus. On parlait en off de la danse au cinéma, c'est un sujet qui peut être intéressant, mais là je trouve que c'est plutôt bien utilisé. Ouais, je suis globalement d'accord avec toi. Moi, la question de la danse au cinéma, c'est quelque chose qui, me dérange de plus en plus parce que dans de nombreux films contemporains, la danse est un motif, d'exorcisation de mots, de libération, d'émancipation et c'est un motif qui devient de plus en plus récurrent. C'est-à-dire que dans beaucoup de films, je pense à une scène notamment là qui me vient en tête, dans Do You Have Sex, sorti l'an dernier. Le personnage est psychologiquement au plus mal, il va se libérer au travers d'une scène de danse. Et c'est un motif très récurrent, hein, quand on regarde dans le cinéma contemporain. Eh bien, là, je suis ravi de voir que La jeune fille et les paysans, qui est un film qui cumule et qui additionne, quasiment tous les arts, se sert de la danse d'une toute autre manière. C'est-à-dire qu'il va chorégraphier la danse, il va la mettre en scène, heu, d'une façon à ce que le propos soit servi au-delà de la simple, comment dirais-je? De ce que ressent le personnage, quoi. C'est-à-dire qu'on met toute l'action, tous les enjeux et pas seulement les ressentis d'un seul personnage, mais bien les enjeux de toute une séquence au sein d'une chorégraphie de danse et c'est un peu ce qu'on attend au final d'une scène de danse. C'est quelque chose de banal, mais pour autant, j'ai l'impression que le cinéma contemporain l'a un peu oublié. Donc effectivement, il y a toutes ces femmes qui viennent emprisonner, le personnage de Yagna dans une sorte de danse Midsommar, que ce soit en termes de danse ou de costume, est assez évident et bien trouvé. Mais c'est justement, de par cette mise en scène, il va te montrer que les valeurs traditionnalistes, hein, donc représentées ici par cette danse, sont véritablement ce qui empêche l'émancipation de certaines femmes et en cela, cette scène est tout simplement géniale. Il y a une autre scène de danse aussi qui, me parle plus d'un point de vue, esthétique. C'est une scène de danse, je ne saurais plus trop la situer. Yagna porte une robe rouge, hein, et cette robe-là va déteindre de par sa colorimétrie et de par, le procédé d'animation qui va donner couleur en fait à toute la séquence, va déteindre. Le rouge va déteindre sur quasiment tout, au point où cette fois-ci, on ne verra qu'elle. C'est-à-dire qu'elle va entacher, elle va tacher avec la couleur tout le reste des personnages, des gens qui dansent, tout le reste du bar et cetera. Avant, sans spoiler, la finalité de cette scène, avant un événement précis. C'est là où la danse est servie, comme prétexte d'émancipation, mais pour autant, je trouve que c'est assez bien mis en scène pour ne pas me déranger, en fait. Oui, et c'est vrai que oui, c'est utilisé dans des moments clés, ces instants de danse. Il y a peut-être à la rigueur celle avec l'amant, un moment où c'est assez frontal, voilà, on essaye de sortir la passion alors que c'est complètement interdit et tout, mais c'est bien agencé et surtout, alors évidemment, rehaussé par une musique. La musique qui est intradiégétique par moment et extradiégétique, c'est très intéressant comme procédé parce qu'on voit des musiciens ils sont toujours là, dès qu'il y a des moments de cérémonie et tout, évidemment, ils font la fête, etc. et ils jouent. Et parfois, la musique qui est jouée, c'est ça que j'ai trouvé intéressant parce que ça fait le lien entre ce qu'on voit donc fin 19e avec la vraie musique folklorique, et parfois, on sent qu'elle est magnifiée et modernisée par la bande son par-dessus. Il y a des moments où tu vois qu'il n'y a pas assez de musiciens pour rendre de façon aussi épique la musique et qu'il y a certaines tonalités, certaines percussions et tout que tu ne pourrait pas avoir avec cette production-là, en tout cas à l'époque. Et c'est assez amusant parce que ça peut être mal perçu par moments. C'est vrai qu'à deux, trois moments, je suis là en me disant, oula, attends, là, on les voit jouer, mais c'est pas du tout ce que ça correspond pas tout à fait. Mais après, tu es pénétré par la scène, tu vois donc ces moments où ça essaye de se libérer, où il y a des faux semblants aussi, parce que quand elle danse avec son mari, on voit qu'elle n'a pas envie, puis très vite, elle se laisse prendre au jeu, elle sourit, c'est particulier, quoi. On voit qu'elle est à moitié prisonnière, consentante indirectement par les traditions, mais alors qu'au fond d'elle, ça bouillonne. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, je ne sais pas ce que tu as pensé, toi, est-ce que tu as pu par moment trouver la BO intrusive ou pas? C'est une question que je me suis posée après coup. Est-ce que parfois, même si c'est magnifique et que c'est super bien composé, on en parlera du compositeur après, est-ce que par moment, ça t'a peut-être un petit peu dérangé ou pas du tout?
ne m'a pas du tout dérangé. Je trouvais qu'on était toujours dans cet aspect, folklorique. On gardait les mêmes thématiques musicales, à savoir ce que c'est qu'une musique qui est jouée dans un contexte, rural dans la Pologne du 19e siècle. Maintenant, est-ce que, c'est, historiquement prouvé que c'était ce style de musique-là? Je vous avouerai que je n'en sais strictement rien, mais, pour autant, en termes d'ambiance et cetera, on s'y retrouve et effectivement, il y a un espèce de jeu entre musique intra et extra-diégétique qui est parfois, intéressant. Parfois, c'est aussi un peu vain, faut le reconnaître. C'est-à-dire que des musiques, extra-diégétiques, des fois, j'ai l'impression que la musique est un peu trop empathique, à certains moments, mais pour autant, c'est des moments où la musique est quand même nécessaire, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu s'en passer. Heu donc c'est pas dérangeant pour moi cette espèce de saut, de ce saut musical, hein, puisque vraiment, quand je dis saut, c'est dans le sens surprenant du terme. Effectivement, toi aussi tu l'as soulevé, la musique peut parfois venir nous chercher de manière assez soudaine et et pour moi, c'est entièrement bénéfique au film, hein. Et oui, et en plus, justement, cette musique, on pourrait imaginer qu'elle est composée par, une sorte de Hans Zimmer polonais, je dis n'importe quoi, c'est pas tout à fait le style de Hans Zimmer du tout. Mais non, c'est un certain alors Łukasz Wrotlowski, alors là, j'ai sûrement écorché son nom, d'un pseudonyme Luc, L-U-C, et en fait, en vrai, le monsieur, enfin en vrai, en dehors du cinéma en tout cas, c'est un rappeur. Alors j'imagine qu'il fait ses propres instrus, hein, ça me paraît évident, mais c'est assez étonnant d'imaginer que c'est quelqu'un qui ne vient pas du tout de ce style de musique, qui a composé cette musique-là. Il n'y a même pas de rap qui a été. J'aurais pu imaginer une scène de rap et tout. Bon. Mais non, il s'est complètement fondu dans le projet. Et c'est intéressant que ce soit. Alors peut-être qu'il a travaillé pour le cinéma et fait d'autres compositions à côté, c'est très probable, hein. Mais quand je t'ai dit ça en off tout à l'heure, tu avais pas. Tu as été surpris aussi, je pense. À l'image d'ailleurs de l'utilisation de la musique dans ce film. Ouais, bah, selon sa page Letterboxd, il a pas fait d'autres compositions très importantes, hein, donc c'est vraiment s je pense ses premiers pas, dans le cinéma. Il me semble qu'il avait bossé sur, 1 ou 2 courts-métrages aussi avant. Hem, mais le fait que ce soit un rappeur, c'est très surprenant parce qu'effectivement la musique n'a rien du rap, ni rien de tout ce qui se fait en termes de musique contemporaine. Seulement, c'est intéressant d'en cumuler et de synthétiser les arts pour essayer de faire une œuvre d'art complète. Alors est-ce que c'est réussi ou pas? Je pense que plus ou moins, ça c'est aussi un dispositif qui a certaines limites, mais néanmoins, il y a cette intention qui est là de venir convoquer tous les arts pour montrer au final que, dans un film, enfin, qui traite d'un roman, très thématisé, très important et très dense avec un propos de fond, notamment politique, assez important, bah, ça montre que l'art est, qu'importe sa forme, extrêmement politique et c'est un débat en plus qui revient de plus en plus, hein, sur notamment dans le milieu du cinéma, à savoir est-ce que le cinéma ou jamais un art politique? C'est un débat qui revient de plus en plus et le film propose une réponse encore plus large en incluant dans cette réflexion-là tous les styles d'art et on le voit très bien, hein, dans tout ce qu'il entreprend, que ce soit au niveau de la peinture, du cinéma, de la danse ou comme on vient de le dire, de la musique. Tout est une question de fond et de fond politique. Donc là, l'interrogation du film est pour moi super intéressante et cette BO est peut-être conscientisée. Néanmoins, bah, je trouve ça terriblement, efficace. Ça rajoute encore une couche extérieure, hein, parce que ça se voit pas tellement dans le film, mais ça rajoute encore une fois dans la production du film quelque chose de vraiment très intéressant. Ouais, c'est ça, c'est la fusion des arts qui renforce la convergence des luttes que ce film veut transmettre. Et c'est vrai, un bel exemple, hein, voilà, un film qu'il faut montrer pour montrer que le fond et la forme déjà peuvent très bien se marier si c'est bien fait. C'est un petit peu ça le cinéma aussi. Le cinéma, évidemment, c'est esthétique parce que il y a une mise en scène et tout, mais il faut que ça raconte par la narration, il faut qu'il y ait des idées derrière. Politique au sens large, hein, c'est pas forcément obligé d'être un film engagé, genre un film, je dis n'importe quoi, communiste, fasciste et tout. Parfois, c'est plus subtil, mais ça fait passer quelque chose. Et ce film en est l'exemple même. Donc, voilà, il faut montrer ce film à beaucoup de gens. Je pense que c'est un film qui sera pédagogique aussi, qui pourrait marcher dans des lycées ou des collèges sur certains points. Et on va rentrer dans une zone spoiler rapide pour l'intrigue. Alors, en soi, si vous avez lu le roman, j'imagine que vous ne serez pas surpris. Mais bon, sans rentrer dans beaucoup de détails de scène non plus, la finalité est assez violente. Yagna, alors c'est l'impossibilité de s'émanciper de toute façon,
Mais il y a un premier truc sur lequel j'ai envie de revenir, c'est le fait que Yagna, elle idéalise donc cet amant. Alors le mari, on sait que c'est quelqu'un, voilà, et en plus il est très âgé, donc enfin il est beaucoup plus âgé qu'elle en tout cas. Mais on sent qu'elle croit en l'amour avec cet amant, donc en tech. Mais même à un moment dans le film, il y a une bascule qui fait que même cet homme-là devient toxique. Et au final, tous les hommes ici, à peu près tous en tout cas, sont montrés par cette obsession d'avoir l'objet féminin en leur possession. Comme quoi, ce serait acquis pour eux que la femme succomberait à leur tentation. Il y a même un qui veut devenir curé, ça c'est une forte critique de la religion, hein, mais pourrait succomber en mode, voilà, et puis derrière, oh non, c'est la faute de la femme, alors que c'est lui qui va essayer de la séduire. Et moi, je trouve ça dramatique quand même. Je pense que ça t'a pas mal touché aussi. Ouais, c'est une réflexion qui est, tout à fait intéressante. Comment, l'homme essaye d'apprivoiser et de s'approprier, la femme et son corps. Cependant, je trouve que c'est un motif, post-MeToo, hein, où on a vu apparaître beaucoup, de films de ce style, notamment, en plus des films qui sont parfois des adaptations d'œuvres littéraires, exactement comme La jeune fille et les paysans. Donc c'est quelque chose qu'on voit et j'avais un peu peur que le film suive un sentier déjà battu, un chemin déjà lissé dans ce récit de d'émancipation, assez, assez simpliste. Donc on retrouve quelque chose des conventions actuelles du récit d'émancipation et c'est presque le cas, si ce n'est que la fin est absolument dramatique et inouïe. C'est un peu l'apogée du film, mais complètement, dans le sens où, on voit que, la femme est jusqu'au bout, hein, manipulée en mal par le système patriarcal qui ne se limite finalement pas qu'au simple village polonais dans lequel la fin est la vraie maestria du film. C'est là où tout se tout se joue, tout se montre et on n'est pas dans une vision un peu naïve de ce récit d'émancipation. Parce qu'au final, ce récit d'émancipation n'en est pas vraiment un, hein. Au final, est-ce qu'elle s'émancipe vraiment? La question peut se poser. Donc non, pour moi, c'est là où le film est vraiment fort en termes d'écriture, parce qu'il sort un peu des balisages conventionnels qu'on pouvait facilement s'attendre, pour aller d'entièrement inouï qui en plus est un regard vers le passé, mais qui pouvant annoncer un futur proche aussi si la situation, de la condition de la femme dans notre société contemporaine ne bascule pas très vite. Ce genre de drame, hein, que raconte le récit peut s'avérer récurrent et ce serait évidemment, quelque chose de catastrophique. Donc c'est là aussi où le film est un peu anachronique dans le sens où il lie parfaitement des thématiques qui sont celles d'un roman du 19e siècle à des thématiques contemporaines, presque progressistes aussi, quoi. Oui, puis bah, la finalité, on peut y arriver. Petit à petit, de toute façon, Yagna est transformé du point de vue de la vindicte populaire, des traditions et tout, comme la sorcière hein, du village. Hein, grosso modo, on ressort le mythe de la sorcière. Qui, je vous le rappelle, au Moyen Âge, voilà, quand on brûlait les sorcières, c'était une forme de misogynie. Dès qu'une femme sortait du chemin qu'on lui traçait, c'est en gros femme au foyer, hein, tout ça. Dès qu'elle avait des connaissances, elle était considérée comme une sorcière. Donc ici, c'est pas une question de connaissance, quoique elle est montrée comme créatrice aussi, elle est artiste. Elle fait des petits découpages, des petits assemblages, elle fait des colliers, tout ça. Donc il y a ce côté-là pour le peuple autour, qu'elle ose ne pas suivre les conventions. En plus, les ragots autour d'elle, parce qu'elle profite de la vie, on la traite quasiment de prostituée dès le début de toute façon. Et à la fin, tout le village, et donc même ces femmes, hein, les femmes anciennes, mais pas que, il y a aussi Anka, qui est l'épouse de l'amant, bon, c'est très compliqué, hein, c'est un bazar, c'est de la littérature, hein, qui elle aussi jusqu'au bout va la détester, et à la fin, alors c'est assez violent, elle est jetée du village. À un moment, je pensais qu'ils allaient la lyncher, la tuer, hein, mais c'est encore pire, ils l'humilient et ils la jettent toute nue dehors, sans rien, sans ressources, en lui disant si tu reviens, pour le coup, on te fait la peau. Et alors là, très étonnant, euh, et c'est là où c'est une fin intéressante et ouverte. Yagna se lève, fière et digne, et elle poursuit son chemin seule. Il est très probable qu'elle va finir par mourir dans le dénuement le plus total,
mais peu importe. Elle va suivre son chemin, se libérer. Elle devient une martyre, en fait, de la cause féministe de plus tard. Et tu sens que de toute façon, on ne montre pas sa mort et tout, il n'y a pas de suspense là-dessus, à moins qu'elle soit recueillie par des gentilles personnes à l'extérieur. Mais bon, ça paraît peu probable quand même. Mais peu importe, elle part la tête haute, mise à nu certes, mais cette forme de liberté mise à nu, alors que pourtant elle devrait pleurer et tout, non, elle va de l'avant. Et c'est une fin intéressante hein, quand même. Je ne sais pas ce que tu as pensé de cette toute dernière scène en fait. Pour moi, cette dernière scène est vraiment super intéressante dans le sens où, eh bien, elle va combattre, enfin plus ou moins, elle va accepter sa situation qui est celle de la sorcière qu'on vient virer de Salem, hein, grosso modo, c'est ça. Et heu et je trouve ça très intéressant parce que cette séquence est impressionnant dans le sens où, je le rappelle, c'est un film d'animation entièrement peint et en fait, pour vous raconter un peu comment c'est fait, techniquement, c'est un film qui a été initialement tourné avec des vraies caméras et des vraies actrices et qu'on a repeint par la suite, image par image. Enfin, vous voyez le principe de rotoscopie, quoi. Et ben, cette scène, elle me marque parce qu'il y a quelque chose dans le jeu d'actrice, notamment sur un gros plan final sur son visage qui te rend compliqué de faire ressentir quelque chose de très lyrique comme ça au niveau du gros plan dans un film d'animation, quand bien même le film est plutôt photoréaliste. Je trouve ça, moi, c'est vraiment cette séquence-là où le procédé technique était à son apogée, je trouve, parce qu'on retrouvait le jeu de l'actrice dans un style entièrement peint. C'est-à-dire que l'actrice n'est présente à aucun moment à l'image en vrai, hein, c'est uniquement l'image de l'actrice elle-même qui et j'ai trouvé cette scène absolument folle, notamment le dernier gros plan, c'est peut-être l'un des plans qui me marquera le plus cette année et évidemment, du point de vue du discours, ça tu l'as très bien dit de par toi-même, c'est, bah, c'est franchement impressionnant de voir comment, encore une fois, les thématiques contemporaines, s'accouplent avec les thématiques du roman du 19e siècle, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une sorcière qu'on vient de virer de Salem, elle repart super fière d'elle et c'est quelque chose de très fort et je pense que ça peut amener, si le film est vu, s'il est, étudié, s'il est analysé et c'est aussi pour ça qu'on enregistre, cette émission, à pourquoi pas des mouvements sociaux, que ce soit au sein de la Pologne, parce que je pense que le film, sera un succès critique en Pologne, mais aussi dans le reste du monde, hein. On peut s'imaginer que le film sorte d'alerte pour toutes les femmes opprimées et pour toutes les femmes en général et ce dernier plan, ça pourrait être une hymne, quoi. Oui, c'est un dernier plan qui s'inscrit dans l'avenir, dans une modernité nécessaire. C'est presque un tableau final. Je suis persuadé, alors j'ai pas vérifié, mais même que dans la technique potentielle de toile, enfin de portrait, tout ce qu'on veut, c'est probablement plus moderne que ce qui a pu être fait à la fin du 19e siècle. J'imagine qu'il y a eu un travail là-dessus aussi. Et c'est vrai que cette fin, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de dimension pédagogique, parce que ça peut être intéressant dans tous les lycées hein, du monde, hein, même en France, de faire étudier cette scène. Hein. Je sais qu'il y a, on peut travailler lycée au cinéma et tout, parce que mon lycée le fait, par exemple. Ça peut marquer là-dessus et faire naître des débats derrière. C'est un cinéma exigeant hein, pour la jeunesse, mais c'est un cinéma nécessaire aussi, parce que ça développe pas mal le sens cinématographique aussi, la façon dont c'est fait, dans la façon dont les arts sont agencés. Mais oui, il y a une ouverture là-dessus. Pour moi, ça va un petit peu au-delà de l'œuvre purement esthétique. C'est pour ça d'ailleurs que pour moi, ça réussit là où Passion Van Gogh finalement restait anecdotique, sauf sur la technique et le côté formel des choses. Parce que bon, intégrer des tableaux de Van Gogh au cinéma, c'est quelque chose que beaucoup de gens auraient rêvé de faire en fait, et que ça a été fait là. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très fort là-dessus. Et pour conclure, je pense qu'on peut le dire. Alors, déjà, il n'a pas été beaucoup distribué, mais c'est peut-être le genre de film qui peut durer, peut s'inscrire dans la durée si ça fonctionne un peu, et que certaines salles qui ne le diffusaient pas la semaine de sa sortie peuvent le proposer. Donc, surveillez vos petits cinémas indépendants à RSC, évidemment. Hein. Je pense pas. Quoique, des fois, il y a des Et pas trucs genre. que, hein. Oui, parce que des fois, il y a des cinémas comme Un Certain Regard, enfin, dans mon pâté, ils le font. Des fois, ils proposent des cinémas d'auteur, alors à des horaires très limités, Bah quelques semaines après. Ou l'UGC aussi hein, le fait, hein, je crois.
Bah, moi, je l'ai vu à UGC, en Ouais. séance normale. Alors, les horaires étaient plutôt corrects. C'était que de la VO, mais pour autant, C'est bien. c'était très bien distribué dans mon UGC, quoi. C'est bien d'ailleurs la VF, alors on l'a pas vu en VF, mais il y a Nadia Tereskevich qui fait la voix française de Yagna, qui est quand même une actrice réputée chez nous, qui a eu un César il y a pas longtemps, et s'est prêtée au jeu et ça l'a beaucoup touchée. Je sais, j'ai écouté une interview d'elle par curiosité parce que je l'ai pas entendue dans le film, mais elle a été beaucoup touchée. Le dit justement. C'est un exemple pour les femmes, etc. Donc à voir ce film, même si c'est en décalé, même s'il sort un mois après chez vous, ou dans quelques mois en rattrapage, je pense qu'il est intéressant d'inscrire cette œuvre dans le paysage cinématographique actuel, aussi sur le plan de la convergence de beaucoup de luttes, mais aussi pour rappeler donc que l'art, oui, est politique, ça c'est sûr, mais là, celui-là encore plus, du coup, les arts sont politiques, même si certaines personnes ne sont pas d'accord et tout. Après, voilà, les débats sont ouverts, hein, vous pouvez le dire dans les commentaires. Hein. Mais je ne sais pas comment on pourrait conclure autrement qu'en invitant à ce que cette œuvre s'inscrive dans la durée, comme elle s'inscrit elle-même dans une forme de durée et d'intertemporalité, en rendant quelque chose de old school profondément moderne dans son propos. Parce que finalement, l'auteur de base du roman avait tout compris. Probablement déjà de son époque, il était certainement très Ah bah, il a avant-gardiste. été, Mais c'est intéressant parce que finalement, cette œuvre-là, elle s'avère peut-être aussi moderne et avant-gardiste de nos jours. C'est ça qui est triste, hein, dans certaines sociétés. Donc, il faut défendre cette œuvre. Voilà. Je ne sais pas comment tu conclurais toi personnellement, mais bah, ouais, alors je pense que le film sera, prochainement, d'ici, 6 mois, je pense, diffusé sur Canal+ parce qu'il me semble de mémoire qu'ils ont financé le film, donc ce serait pas déconnant de retrouver le film, sur cette plateforme et globalement, je trouve que c'est, une proposition en dehors de son propos, de son discours politique qui évidemment est très important à suivre. Je trouve que rien que d'un aspect purement formel, c'est quelque chose qu'on voit trop peu, des choses, audacieuses comme ça. Le cinéma contemporain a vraiment un mal fou à produire ce genre de film-là. Donc, d'un point de vue esthétique, c'est magnifique, c'est sublime, c'est de l'animation comme on en a, jamais vu et on n'est pas dans une forme de formalisme un peu péteux. Heu, on est bien plus que ça. C'est pour moi aussi d'un point de vue technique et esthétique du regard que l'on porte sur le cinéma, bah, rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil quoi, vraiment. bah, je pense que ouais, tu as tout dit, tu as bien ponctué l'idée. C'est un film qui doit être évoqué, discuté, questionné à droite à gauche. Et bah, il n'y a plus qu'à faire un mot de la fin parce que on n'a pas envie d'en finir, mais il faut laisser maintenant vivre vos commentaires et vos réactions. Hein. Votre avis nous intéresse sur ce film. Même si vous avez eu du mal, ce sera intéressant aussi de voir, parce que je pense que va forcément faire l'unanimité. Ça n'existe pas une œuvre qui fait l'unanimité de toute façon. Voir même si vous avez détesté et que vous êtes arrivé au bout de ce podcast, merci déjà. N'hésitez pas à le dire. Voilà, on a aussi envie de voir des avis différents. C'est pour ça qu'aussi on existe avec la septième illusion. Merci Hugo, du coup, de cette conversation. Et il ne reste Mais je plus t'en prie, qu'à merci à toi aussi. dire à toutes et à tous à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Salut.